Bonsoir, vous êtes sur le plateau de votre émission débat Parlement du Monde, diffusée sur la télévision internationale du réseau DA. Nous avons intitulé cette émission les différents choix possibles pour une sortie de crise en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, Parlement du Monde reçoit M. Franck Nyoka, entrepreneur en France et en Belgique, essayiste public. M. Franck Nyoka est ingénieur électronique informatique de l'école de commerce Solvay. Il a accompagné en politique quelques leaders. Il a participé dans les années 90 au Forum international régional. Enfin, il a travaillé pour le compte du Mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba. Ce soir, sur le plateau du Parlement du Monde, Dieudonné reçoit M. Franck Nyoka. Bienvenue sur la télévision du réseau DA, dans l'émission Parlement du Monde. Aujourd'hui, focus sur la République démocratique du Congo, où sévit une crise politique majeure qui départage les opinions. Certains sont pour le dialogue, certains veulent qu'il y ait au préalable avant les élections, qu'il y ait un dialogue, comme je viens de le dire. D'autres souhaiteraient que l'on puisse aller directement aux élections. Certains pensent même carrément, ni dialogue ni élection, carrément soulèvement populaire. D'autres envisagent même des solutions beaucoup plus radicales. Comment nous déterminer, comment choisir là-dedans? Nous faisons l'effort au Parlement du Monde de donner la parole aux tenants de toutes les solutions, de tous les schémas, pour qu'ils puissent nous convaincre du bien fondé du choix qu'ils font. Aujourd'hui, nous recevons M. Franck Nyoka, qui est un observateur intéressé de la scène politique congolaise. N'est-ce pas, Franck? Tout à fait. Et comment vous nous direz un mot sur ce que vous faites et comment vous êtes si intéressé à la scène politique congolaise? Ok. Bah écoutez, dans la situation que vit notre pays, il est peut-être irresponsable de ne pas s'intéresser à la vie politique du pays, même si on n'est pas acteur. Parce que tout ce qui va arriver demain nous retombera tous. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé sur la scène politique. Donc, on est obligé, on fait partie de cette génération qu'on a appelée sacrifiée de l'époque. Ouais. Donc, qui s'est battue pour avoir des qualifications et puis qui n'a rien eu au bout du compte, parce que peut-être qu'on ne s'est pas tellement intéressé à la politique, qui conditionne un peu la vie des uns et des autres. Donc, depuis la chute de Mobutu, j'ai été intéressé en accompagnant un certain nombre d'acteurs politiques, en se disant que peut-être que ça va permettre de faire bouger les choses, changer les choses. Bon, on a continué avec les désillusions, mais on reste vigilant, c'est-à-dire qu'à chaque fois que la tension politique monte, comme le cas actuel, donc on a toujours des avis à vouloir exprimer pour essayer, par-ci, par-là, argumenter pour apporter quelque chose sur les analyses des uns et des autres, en espérant que les acteurs politiques, en tout cas ceux qui aujourd'hui sont au premier plan, puissent tenir compte dans leurs décisions. Vous avez des avis à exprimer, nous avons des envies de vous écouter. Alors, certainement, ça tombe bien. Dites-nous un peu, M. Franck, pourquoi, quel est votre choix dans cette alternative compliquée, complexe? Les élections, le dialogue, le soulèvement populaire? Bah, disons que là, vous avez levé 4 options qui se présentent. Peut-être qu'il y en a d'autres. Bon, enfin, principalement, c'est ce que j'ai compris. Donc il y a des gens qui pensent qu'il faut aller vers un dialogue, d'autres qui estiment qu'il faut aller aux élections, quel que soit le... Enfin, tenir un calendrier.
y a des gens qui veulent qu'on ait un soulèvement populaire, ou l'autre option, c'est-à-dire beaucoup plus dur encore, c'est-à-dire que, bon, il ne faut pas se voiler la face, une option armée. Ouais. Mais moi, je pense que... Quel est votre choix? Bon, disons que c'est un problème de logique. Enfin, mon choix, ma logique à moi, c'est qu'il faut faire les choses par étapes. La première option devrait être le dialogue, tenter le dialogue. Si ceci est échoué, on peut passer à une autre option qui sera le déterminant de l'échec. Mais je crois fermement, enfin, je crois aux vertus du dialogue, hein, et je comprends les autres, ceux qui estiment que ça sert à rien parce que, bon, nous sommes dans une situation où les gens ne s'écoutent pas les uns les autres. Mais quand on regarde le rapport de force, quand on se rend compte de la situation conjoncturelle du pays, de la conjoncture internationale, et quand on voit la position de notre pays, je pense que nous pouvons encore tenter le dialogue. Mais avant toute chose. À ce niveau, justement, certains vous répondraient, mais le dialogue, certains y ont cru en 2013, et ils sont allés aux concertations nationales, et que cela n'a rien donné. D'aucuns vous diront, nous n'avons plus confiance en monsieur le chef de l'État actuel, parce qu'il a organisé à 2 reprises les élections, 2006-2011, et ça s'est terminé par une vague de violence et une crise de légitimité dont nous vivons encore les conséquences jusqu'à aujourd'hui. Bah, je comprends ce point de vue, hein, mais je n'adhère pas à ça. Oui. Parce que regardons bien la classe politique congolaise, les deux camps. Oui. Il y a eu des élections en 2006 qui ont, semble-t-il, qui ont été attachées de fraude. Oui. Et il y a rien, ça n'a pas été réglé. En 2011, ça a été encore plus criant. Donc, c'est-à-dire qu'en termes de confiance, on ne peut pas faire confiance au pouvoir en place. Ouais. Ça, je partage cette opinion. Et je pense que dialoguer avec quelqu'un vis-à-vis de qui vous n'avez pas confiance, bon, on est réticent. Mais bon, il y a quand même à ne pas oublier ce qu'en politique, l'histoire nous a appris, qu'il faut toujours regarder le rapport de force. Quand on va vers le dialogue, ça veut dire que les autres moyens de coercition, de pression, ils risquent d'aboutir à un échec. Donc, moi, je pense qu'il faut tenter le dialogue. Si l'UDPS, par son chef, est en train de tenter, moi, je pense que c'est un effort qu'il a fait, parce que c'est la dernière victime des élections de 2011. Donc on n'attendait pas de leur part de vouloir tenter un dialogue vis-à-vis de quelqu'un qui, d'après eux, leur ont chippé la victoire électorale. Et quand eux prennent ce chemin-là, moi je pense qu'il faut qu'on réfléchisse un petit peu, et puis c'est dire que peut-être qu'il faut donner une chance au dialogue. Maintenant, ceux qui disent qu'on n'a pas confiance au pouvoir, mais le peuple n'a même pas confiance en ce pouvoir en termes de gestion. Donc ça n'étonne personne. Mais quant à engager le dialogue, moi je pense que le rapport de force actuel ne nous permet pas d'aller aux autres options. Maintenant. C'est-à-dire pour vous, un soulèvement populaire ne serait pas réaliste, il ne pourrait pas se réaliser. La population ne serait pas à mesure de renverser... Je vais vous décevoir, hein. Je ne crois pas au soulèvement populaire au Congo. Ouais. Je ne crois pas. Pourquoi? Pour des raisons d'ordre sociologique et historique. S'il vous plaît. Le Congo n'a connu qu'un soulèvement, c'est en 1900, avant l'indépendance. Qui a été déterminant pour l'indépendance. Ouais. C'est ça qui a aidé les leaders de l'époque d'engager le combat pour l'indépendance. Et ils ont réussi parce que le Congo, enfin le peuple congolais, a démontré sa capacité de réaction. Aujourd'hui, moi, je n'y crois pas trop. C'est pourquoi je dis au risque de décevoir. Hein. Moi, je comprends bien les gens qui pensent que ce serait une bonne chose. Moi aussi. Ouais. Mais je ne crois pas parce que ça va vous faire rire un peu. Mais nous avons
et je vais décevoir beaucoup de gens, hein, l'encadrement religieux que nous avons au Congo ne pousse pas à une révolution ni à un soulèvement populaire. C'est sociologique. Et dans le monde, c'est pourquoi j'ai dit historique, parce que même dans le monde, dans tous les pays où on connaît ce type d'encadrement religieux, il n'y a jamais eu une révolution ni un soulèvement. Mais à l'époque coloniale, l'encadrement religieux était catholique, hein, en majorité catholique et protestant. Oui. Il y a eu quand même... Oui, tout à fait. Mais quand vous regardez, vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup de Simon Kimbangu. J'entends souvent ça. Hein. Ouais. L'encadrement religieux était là, mais un mouvement qui a poussé les gens à réfléchir différemment. En se disant, écoutez, l'encadrement religieux est là, mais c'est un encadrement qui n'a pas la même nature que l'encadrement d'aujourd'hui, hein, où les gens adhèrent de cœur, hein, suite à des discours. Hier, c'était plutôt un moyen par l'État colonial hein, d'encadrer les gens. Donc, ce n'était pas des adhésions de cœur. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas contre les gens qui adhèrent, hein, mais je me dis que sociologiquement, partout où il y a une telle organisation sociale, il n'y a jamais eu de révolution. Et l'exemple le plus probant, c'est la France. Si l'encadrement religieux qu'il y a eu en France au Moyen-Âge était la même jusqu'au XVIIIe siècle, il n'y aurait pas eu la Révolution française. Tous les historiens le disent. On a senti une baisse de la pression religieuse qui a poussé à une révolution. Les Russes, pareil, partout il y a eu des soulèvements qui ont renversé le pouvoir. Donc il faut d'autres types d'actions. Bah, on me dira oui, mais le Burkina Faso, c'est l'exemple à la mode. Nous ne sommes pas dans la même... dans le même type de société. C'est-à-dire que la société civile dans ces pays arrive à contrebalancer les autres types d'encadrement pour pouvoir pousser les gens à se dire, écoutez, il y a la vie, il y a l'économie, il y a aussi le pays. Et que le changement politique peut nous amener à faire à être déterminant quand on se soulève. Au Congo, au jour d'aujourd'hui, je me trompe peut-être, hein, mais je ne crois pas trop. Donc il faut autre chose. Vous ne croyez pas au soulèvement populaire, donc à l'efficacité. Voilà, ça c'est à l'efficacité, non. Alors, il y a les élections, aller directement aux élections. Aller aux élections, c'est dangereux. Ben, on vient de vivre 2 élections où il y a eu fraude. On nous dit qu'en 2006, apparemment c'est Bemba qui aurait gagné. Bon, on n'a pas de preuves, mais on sait qu'il y a eu fraude. En 2011, c'était plus criant. Et il y a beaucoup d'agences internationaux crédibles qui ont dit qu'il y a eu des grandes fraudes. Donc on ne peut pas aller non plus aux élections comme ça, avec les mêmes structures, avec un gouvernement qui contrôle les finances, l'armée, enfin les moyens de sécurité, les moyens. Donc on ne peut pas aller comme ça. Et donc, si ce gouvernement n'accepte pas le dialogue, je crois qu'on aura les mêmes types d'élections. Et qui peut déboucher sur quelque chose de beaucoup plus grave. La dernière option que vous avez dit, une rébellion. Parce que ça veut dire que nous vivons une dictature, et on a remarqué que quand il y a un pouvoir démocratique, il y a toujours une opposition. Quand il y a un pouvoir dictatorial, ça finit par une rébellion. Donc, ou le gouvernement accepte le dialogue, ou il acceptera demain de négocier avec des rebelles. À votre avis, donc, le dialogue pourrait servir comme une sorte d'élément déclencheur d'une rébellion au cas où le dialogue échouait. Parce qu'à ce moment-là, le pouvoir organiserait les élections avec ses méthodes à lui, et ça débouchera sur quelque chose de beaucoup plus grave. Et une nouvelle rébellion au Congo, c'est très dangereux. Parce qu'il y a des risques que le pouvoir et le peuple soient tous les deux perdants. D'accord, d'accord. Et alors, si jamais on doit aller donc au dialogue, comme étant la seule solution, la meilleure plutôt, qui se présente pour nous, quel serait l'ordre du jour de ce dialogue? Je pose la question pourquoi? Parce que, en regardant la feuille de route de l'UDPS, il y a un point qui est le point central, c'est-à-dire la crise de légitimité, faisant suite aux fraudes de 2011. Par contre, il y a en face
le pouvoir, donc le chef de l'État, qui inscrit 4 points à l'ordre du jour de ce dialogue éventuel: paix, sécurité, cohésion nationale, économie. Allez, à votre avis, moi j'ai l'impression qu'il y a déjà comme une sorte de tension au niveau rien que de l'ordre du jour déjà. Les problèmes de la gestion de la crise, du litige électoral, est-ce que ça ne risque pas de bloquer un peu à ce niveau de l'ordre du jour? Moi, je pense que bloquer, oui, ça va bloquer, parce que, bon, on est en politique, même ici en Europe. Je n'ai jamais vu un pouvoir lâcher prise au profit de l'opposition. Ça n'existe pas. Un pouvoir, je ne sais pas, c'est une maladie peut-être que quand on quitte le pouvoir, on souhaiterait que, si c'est pas moi, en tout cas c'est mon ami, voilà, de mien. Et donc, ça ne m'étonne pas et ça ne devrait pas étonner les gens. L'UDPS a été le premier à se lancer dans cette aventure du dialogue. Donc il ne fallait pas s'attendre que le pouvoir lui dise: écoutez, je prends 5 sur 5, votre cahier de charge, et puis on va aller dans ces sens-là. Il ne faut pas rêver. C'est un pouvoir qui est là et qui voudrait, même si on dit que Kabila va partir en 2016, mais je pense que Kabila, si moi j'étais à sa place, je souhaiterais qu'à mon départ, que ce soit les miens qui soient au pouvoir. Comme c'est la nature humaine. Et donc, l'UDPS ne devrait pas rêver en se disant comme quoi ma feuille de route sera respectée et tout ça. Bon, même si on appelle, donc, il y aura surenchère. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le pouvoir a surenchéri en se disant: écoutez, bon, parce que, bon, au début, il n'était pas d'accord pour le dialogue, hein, parce que le pouvoir a dit que non, il y a déjà eu des concertations, ça ne nous intéresse pas. Et on a vu de représentants de l'UDPS aller vendre le dialogue sur la place de Kinshasa, c'est Félix Tshisekedi, et il était seul apparemment dans cette démarche-là pendant des mois. Et puis finalement l'opposition n'était pas, l'opposition consort, hein, donc n'était pas intéressée, ni le pouvoir d'ailleurs. Donc curieusement, le pouvoir en place a décidé de s'allier à ça, mais en faisant de la surenchère, en se disant: écoutez, oui, ok pour le dialogue, mais voilà notre feuille de route. C'est un marché. Vous pensez qu'il c'est surmontable ou bien ça pourrait... Non, à surmonter, non, et c'est négociable. C'est-à-dire que l'UDPS doit maintenant réagir par rapport à la réponse du pouvoir, en disant: écoutez, ils viennent pour surenchérir. J'aurais souhaité que l'UDPS puisse se mettre d'accord avec la réponse qu'il a reçue du pouvoir en disant: écoutez, négocions ensemble les termes du dialogue. Parce qu'on ne peut pas aller au dialogue, et ça je ne conseillerais pas, qu'on a au dialogue sans avoir négocié ensemble. De quoi on va parler. De quoi on va parler. Et de même, Jean Richard. D'ailleurs, je vous dirais même en parenthèse, c'est que quand on lit la feuille de route de l'UDPS, on a parlé de crise de légitimité. Ça, c'est du point de vue de l'UDPS, pas du point de vue du pouvoir. Bon. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui sont difficiles à discuter, donc il ne faut pas s'attendre. Et du côté du pouvoir, quand on dit on va parler d'économie et de tout, mais c'est eux qui gèrent le pays. On va aller parler de l'économie à des gens qui s'opposent à votre gestion. Et je trouve que, bon, donc ça veut dire qu'il faut qu'on négocie. Mais en retenant que l'initiative vient de l'opposition, qui a été refusé par le pouvoir et par l'opposition consort. Excusez-moi d'utiliser le terme consort, parce que en lisant la feuille de route, j'ai vu que l'UDPS a fait un schéma à 2 camps. Justement, on va y arriver. C'est une des questions, justement. Tout à fait. C'est une des questions, mais je voudrais d'abord peut-être que vous nous répondiez sur ce point-ci. Quel pouvoir on pourrait conférer à ce cadre de dialogue-là? Un pouvoir limité, concertation, on discute, puis bon, et on laisse le pouvoir agir, on prend des décisions qu'on soumet au Parlement, ou, allez, je donne des scénarios, ou bien alors, c'est un cadre qui sera souverain, qui va prendre des décisions, et les décisions qui seront prises à ce dialogue devraient être opposables à tous. Je souhaite, parce que, bon, l'indépendance de la CENI, moi j'y crois pas trop. En tout cas, dans la configuration, dans les 2 configurations d'élections qu'on a eues, je ne crois pas que c'était quelque chose d'indépendant. Et d'ailleurs, le pouvoir l'a voulu comme ça, que ce soit pas. Donc, il faudra maintenant penser
à un CENI indépendant. Et ça, ne comptez pas sur le pouvoir. Et si le pouvoir donnait la CENI à l'opposition, il ne serait pas indépendant non plus. Non. Bon, donc ça veut dire qu'il faut un cadre qui permet à la CENI de sortir du carcan politique et de pouvoir agir librement. Bon, apparemment c'est ce que propose l'UDPS quand on lit sa feuille de route. Oui. Mais comment faire? Donc il faut débattre. Il faut débattre. Et on a fait appel à la communauté internationale. Moi je crois que c'est une mesure de sagesse. Et que parce que finalement, il n'y a que la communauté, quand je regarde le rapport de force, il n'y a que la communauté internationale qui a le moyen de coercition sur les deux camps. C'est-à-dire qu'il a les moyens financiers. Si le pouvoir refuse de financer ou de donner les moyens, la communauté internationale peut le faire, pour protéger la région. Et puis, il a le moyen, parce qu'avec autant de milliers de soldats qu'il a sur place, il peut aussi les réutiliser dans le cadre de la sécurisation des élections. Donc, il a le moyen. Donc, moi, je pense qu'un dialogue sans la communauté internationale ne servira à rien non plus. Donc, il n'y aura pas possibilité d'aboutir à quelque chose de constructif. Voilà. D'accord. Mais le pouvoir de ce dialogue, de ce cadre de dialogue serait... Bon, on parle de souveraineté. Comment y arriver? Il faut négocier. Moi, je pense que l'opposition et le pouvoir doivent avoir la capacité de se surpasser et de négocier. Et comme on dit, le pouvoir, et là je parle aux gens qui sont au pouvoir, de ne pas se dire, écoutez, nous allons nous imposer pour rester, parce que demain ils paieront cher cet entêtement. On a vu ça ailleurs. Donc, vaut mieux qu'ils se surpassent en se disant, écoutez, nous pourrions revenir, si nous perdons les élections, nous pourrons revenir aux affaires, mais à condition que nous ayons eu un comportement digne et patriotique. Si les gens s'entêtent à vouloir dire, écoutez, on veut garder le pouvoir avec ses bénéfices, on risque de tout perdre un jour, totalement, ni sa dignité et les bénéfices tirés. D'accord. À votre avis, si le dialogue doit avoir lieu, qui devrait le convoquer? Vous avez fait un tout petit peu allusion à ça, mais j'aimerais que ce soit bien clair. Qui devrait convoquer? En tout cas, ça doit sortir d'une négociation. Mais au niveau de la convocation, j'aurais souhaité, si les deux camps acceptent que la communauté internationale puisse être au milieu des deux camps, que ce soit elle qui convoque. Et donc, l'avantage, c'est que ce qui sortira de là aura une légitimité non seulement nationale, mais internationale. Qui peut participer au dialogue? D'après la feuille de route de l'UDPS, il y a deux camps. On a bipolarisé la scène politique en mettant d'un côté l'UDPS et ses alliés, et de l'autre côté, le pouvoir est en place et ses alliés. Et cette bipolarisation est expliquée à partir de la cause même de la crise, d'après l'UDPS. La cause de la crise étant cette crise électorale, c'est le litige électoral, donc il est normal que les tenants d'un camp et de l'autre de cette crise composent le face-à-face. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Donc d'autres préfèrent et souhaitent que ce soit plutôt un dialogue inclusif qui s'étend à pratiquement toutes les forces nationales. Bon, au Congo, quand on dit inclusif, ça, c'est la foire d'empoigne, souvent. On a vu ça à Sun City et tout ça, bon, on dit société civile. Moi, j'ai beaucoup de respect pour la société civile, mais c'est un dialogue politique. J'aurais souhaité qu'on laisse ça à la classe politique. Ceux dans la société civile qui font de la politique d'une manière biaisée, il faut qu'ils se déclarent politiques pour participer à ce dialogue. C'est ça. Et tout à l'heure, quand j'ai parlé de l'opposition qu'on sort, c'est un terme qu'on ne doit pas prendre mal. Enfin, oui, bien sûr. Allié, je voulais dire ceci, c'est que comme c'est une initiative de l'UDPS, j'ai remarqué que l'opposition a refusé le dialogue. Oui, l'opposition locale. Voilà. Ce que l'on peut appeler l'opposition parlementaire, si vous voulez. Moi, je l'ai appelé opposition consort. C'est là l'opposition consort. Parce que quand... D'accord, voilà. je comprends.
parce que je voulais pas que... Alors, ça veut dire que quand l'UDPS dit le camp de l'opposition, moi, je pense qu'il sait de qui il parle, le camp de l'opposition. C'est-à-dire qu'en tête, l'UDPS, parce que en regardant chronologiquement les résultats électoraux de 2011, on peut schématiser l'opposition. Ça veut dire que, quand on dit opposition, on voit donc Étienne Tshisekedi en tête, plus tous ceux qui se déclarent de l'opposition. Donc ce n'est pas mauvais. Et donc, s'il y a débat, c'est pourquoi j'ai dit l'opposition consort. C'est-à-dire qu'il y a une opposition principale et une opposition consort parce que l'opposition est diverse. Il y a des gens qui passent d'un à l'autre, tout ça, mais il y a des gens qui intimement sont de l'opposition. Le pouvoir a la même spécificité. Donc il y a ceux qui sont au pouvoir et ceux qui soutiennent le pouvoir. Donc c'est à l'opposition de se mettre ensemble et de décider de la représentation. Et là... Je vous pense, si vous prenez au mot, pour nous dire que vous serez d'avis que l'on organise une sorte de dialogue entre les pro-dialogues. Qui viendrait avant le dialogue. Ah oui, ça c'est obligatoire. Oui, pour qu'il connaisse quelque chose de valable, de constructif et qui va avoir une suite logique. Et c'est dans ce cadre-là qu'on désignerait les représentants éventuels au dialogue. Donc au départ, on peut prendre toute l'opposition confondue et les mettre ensemble pour débattre de la participation et des thèmes éventuellement. Et des thèmes, justement. Et ensuite désigner des représentants qui peuvent représenter... Il se posera un problème qui rassemble cette opposition, qui lance un appel pour rassembler... Je reviens encore à une chose, c'est que l'initiative vient de l'UDPS, le dialogue. L'UDPS, c'est le principal parti de l'opposition. Mais l'opposition, je ne sais pas ce que représente l'UDPS au sein de l'opposition. Est-ce que ça représente 20%? Parce qu'on peut avoir 10 ou 20% être le premier parti. Donc je ne sais pas ce qui représente dans l'opposition. Mais je pense que comme l'initiative vient de lui, les dernières élections ont bipolarisé clairement les choses. Donc c'est le plus grand parti de l'opposition. Et comme c'est eux qui ont essayé de vendre cette histoire quand tout le monde refusait, donc il leur appartient de convoquer l'opposition toute confondue et discuter du sujet. Et je dirais même, et c'est là vous étonnera, même si pour le moment le pouvoir n'est pas encore prêt à participer à un dialogue tel qu'on pense qu'il serait mieux, je conseillerais à l'UDPS de faire cette démarche au préalable pour être prêt au dialogue. Même s'il y aura des problèmes pour l'organiser, mais ce serait une bonne chose. Donc une sorte de rencontre qui va mettre tout le monde ensemble et puis décider que nous sommes prêts et la communauté internationale sera prise à témoin en disant que voilà, de notre côté, il n'y a plus de débat, nous sommes prêts pour aller à un dialogue avec ce pouvoir et que c'est de leur côté à réagir par rapport à... D'accord. On va terminer par une toute dernière question. On va au dialogue. On termine les dialogues et on a un gouvernement qui va se charger d'organiser des élections. On met en place, bien certainement, là je crois que c'est vrai qu'on devra mettre une CENI nouvelle, ça c'est vrai, mais faut-il un gouvernement pour ça? Ou bien on laisse au gouvernement de Kabila actuel la charge d'organiser quand même les élections? La République démocratique du Congo se trouve encore dans une situation où il ne faut pas laisser au pouvoir d'organiser les élections. Quand je parle de la République démocratique du Congo, je parlerai de beaucoup de pays en Afrique. Des pays africains, oui. Je pense que dialogue ou pas, laisser un pouvoir tel qu'on le connaît organiser les élections, même s'il y a eu dialogue, c'est aller au-devant, voilà. Donc il y a un problème. Là, je vous citerai une citation du président Bongo qui disait: vous avez déjà vu un pouvoir qui organise les élections pour les perdre. Les perdre, voilà. Donc, je pense que faire organiser les élections par le pouvoir en place, bon, c'est prendre des risques. Maintenant, comment le faire autrement?
Parce que ce pouvoir va dire, écoutez, c'est nous qui avons la gestion des affaires, les finances et tout ça, les moyens de sécurité, donc comment le faire? Je demanderai, en fait, aux participants d'être beaucoup plus intelligents pour trouver un cadre qui permettra, au pouvoir de ne pas être le détenteur de moyens financiers des élections, et de ne pas être détenteur du contrôle des élections, et même de moyens de sécurisation de ces élections. Et le Congo a le cadre pour ça. Sur le plan des moyens de sécurisation, la MONUC doit s'impliquer. Parce que si la MONUC est là, c'est parce qu'il y a crise. Ouais. Et pour que demain qu'il ne soit plus là, moi je crois que c'est l'étape qu'il faut. C'est cette étape-là où il ne faut pas qu'il soit absent. Sur le contrôle, je crois que la communauté internationale doit s'impliquer et mettre à égalité les deux camps au niveau des contrôles pour qu'il y ait un troisième pour certifier aller garder l'équilibre au niveau moyen financier. Il faut que la communauté internationale s'implique si vraiment on a le souci que le Congo rentre dans une période de pacification longue. Et donc on a déjà mis beaucoup d'argent sur le Congo, et cet étage-là, on doit aussi le financer. Ça c'est pour mettre l'État congolais en dehors de tout soupçon, comme quoi avec mes moyens, avec mes pourquoi je veux aller mettre tout ça et perdre ces élections. Donc je sais qu'il y a la peur de l'alternative, de perdre des élections, tout ça, mais je crois que la situation que vit notre pays depuis 15 ans doit nous obliger tous, gouvernants ou pas, à se surpasser, parce que sinon, un jour, et la classe politique totalement sera renvoyée, et j'irais même, j'ai entendu des gens en disant que dans ce pays, on doit élever certaines personnes à l'indignité nationale. Donc c'est quelque chose qu'il faut craindre, parce que ça peut arriver un jour. L'indignité nationale, voilà qui est bien dit. Voilà qui est bien dit. Alors, pas besoin d'un gouvernement de transition. Je crois pas. Besoin d'une transition. Non. En ce moment-là, on peut dire que bon, les accusations de trahison pour pouvoir aider à glisser peuvent être balayées. Non, c'est-à-dire que bon, j'avais entendu un terme, bon, parce que le Congo est très fort dans des termes savants. On a parlé de glissement et puis des glissements accidentels. C'est-à-dire bien on glisse tous ensemble. Voilà. Est-ce que c'est nécessaire de glisser? C'est le dialogue qui le déterminera. Il ne faut pas qu'on ait peur de ça. Est-ce qu'il faut glisser ou sans Kabila? C'est le dialogue qui peut le déterminer. C'est pourquoi je parlais de la souveraineté de ce cas de dialogue. Voilà, donc ça veut dire que alors, la difficulté, elle est juridique. C'est-à-dire qu'on a un pouvoir qui a un mandat, qui est légal et qui a une durée connue. Et puis, quelque chose qui sort de là, qui dit qu'il est souverain et qui dit, écoutez, même si on glisse, ça sera avec ou sans le président et que cette décision soit appliquée. C'est pas évident juridiquement. C'est pas évident. Donc, là, bon, moi je n'ai pas de réponse valable, tranchée, mais je pense que si on peut glisser, je ne vois pas pourquoi on glissera d'abord. Si le dialogue ne dure pas longtemps, je ne vois pas pourquoi on doit glisser, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de problème de glissement. Si éventuellement ça peut glisser, je ne crois pas que ça peut dépasser 6 mois. Parce que qu'est-ce qui peut faire que ça glisse? Est-ce que ce sont les décisions? Est-ce que ce sont les moyens? Peut-être la communauté internationale disant que je dois mobiliser le moyen ou mobiliser les forces nécessaires, tout ça. Ça peut. Mais au jour d'aujourd'hui, si le dialogue s'est fait dans 2 mois, je ne vois pas pourquoi on glissera. Donc, à votre avis, l'UDPS dit une durée de 10 jours pour ce dialogue. Bon, je crois qu'ils sont un peu... c'est trop court, ça peut être un peu plus long. C'est quand même des... Bon, en fonction des thèmes que l'UDPS lui-même a mis, on ne peut pas le faire en 10 jours. Donc, parce que déborder. Voilà, on peut déborder. À moins qu'on ait 1 ou 2 mois de concertation et des échanges pour que le jour de la plénière, qu'on dise qu'en 10 jours, on règle le problème. Mais aller comme ça entre 2 camps qui ne se connaissent pas bien, enfin qui se connaissent pas bien, qui n'ont pas l'habitude de négocier, et le faire en 10 jours, c'est vraiment au paradis qu'on peut faire des choses comme ça. Donc ils se sont trompés. Je crois que c'était mal calculé.
Merci beaucoup, Franck. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie d'avoir voulu écouter mon opinion. J'espère que les téléspectateurs de Parlement du Monde ont bien suivi attentivement tous les arguments que vous avez bien voulu nous donner, que chacun a pu ainsi s'enrichir un peu, enrichir sa propre réflexion, et que cela nous permettra justement de faire triompher un peu les choses, les décisions objectives, quoi. Nous allons peut-être dans les quelques jours qui viennent vous réinviter, mais avec en face de vous les gens qui sont contre les dialogues et d'autres qui soutiennent les dialogues mais avec une version différente. On fera ensemble un débat pour ainsi enrichir la réflexion de chacun de nous. Merci beaucoup. Ça sera avec plaisir. Merci. Et merci aussi. Voilà. Merci bien, chers téléspectateurs, pour votre attention et à très bientôt.